105.5. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes le dimanche 30 juin 2024. C'est la fin du mois. C'est aussi la fin du premier semestre de l'année. Demain, au lever du jour, notre station radio, votre média aura 8 ans. 8 ans que Pyramide s'est alignée sur la bande FM aux côtés de prestigieuses radios. Depuis tout ce temps, elle s'est construite pierre après pierre. D'ailleurs, la construction n'est pas achevée puisque le groupe est en train de finir sa télévision. Le groupe Média Pyramide s'étend, sans doute qu'il aura besoin de plus d'énergie. La compagnie Énergie électrique du Togo, principal fournisseur du courant aux entreprises au Togo, alerte ses clients à mettre impérativement à jour le compteur Cash Power avant le 31 octobre prochain. Cette mise à jour va garantir le fonctionnement des compteurs au-delà de la date du 24 novembre. À ce jour, les compteurs fonctionnent mieux. Le délestage a perdu du terrain, tout le contraire des eaux de pluie qui, elles, ne cessent de gagner plus d'espace dans les quartiers du Grand Lomé. Habitués aux catastrophes naturelles, les États-Unis arrivent en renfort au Togo, ensemble pour la construction d'un centre national des opérations d'urgence de l'ANPC. Ce centre va être utilisé pour la collecte, l'analyse et le traitement des informations afin d'orienter les prises de décision et la coordination des situations d'urgence et de catastrophes. En parlant de catastrophe, c'est l'image que certains observateurs collent à la situation des partis de l'opposition suite aux dernières élections. Juste 5 sièges dans une Assemblée nationale de 113 députés. Pire, seuls 3 des 5 députés acceptent d'honorer leur présence aux séances. Les 2 autres affichent à travers leur refus leur opposition à la nouvelle Constitution. La Constitution qui instaure la 5e République sera de nouveau décriée ce dimanche lors d'un meeting de la société civile à Lomé. Depuis le vote, la promulgation puis la publication de la nouvelle Constitution, l'opposition et plusieurs associations au Togo sont vent debout. Ce vent va-t-il finir par arracher les feuilles et emporter les copies de la nouvelle Constitution? Les députés, eux, ne se posent probablement pas la même question puisqu'ils ont repris vendredi les chemins de l'Assemblée nationale. Le nouveau président a pris pour la première fois possession du perchoir. Kodio Adedie, toujours ministre dans le gouvernement démissionnaire, fait penser aux autres membres de ce même gouvernement et qui sont aussi députés. Quel sort leur sera-t-il réservé dans le prochain gouvernement? Et ce gouvernement, quand est-ce qu'il sera rendu public? Entre 2 constitutions ou entre 2 républiques? Les questions sont naturellement nombreuses. Le chef de l'État va-t-il nommer un nouveau Premier ministre à seulement quelques mois de la fin de son mandat? Qui pour devenir le prochain président de la République? Les dispositions transitoires ont-elles tout prévu? Les Togolais restent attentifs, eux qui n'ont pas prévu, par exemple, qu'ils seront obligés un jour de s'inquiéter autant pour certains de leurs parents partis s'installer en France depuis des années. Ce dimanche, au moment où les électeurs français glissent leurs bulletins dans les urnes, le sort des étrangers semble être lié à ces petits bouts de papier. Comment comprendre que dans ce monde en crise, les étrangers sont en train de devenir des boucs émissaires? Ce dimanche, nous avons la chance d'avoir comme invité quelqu'un qui connaît la vie à l'étranger, Dr Kodio Viton. Il est le président de Nouvelle Vision. Les contacts du D12 sont 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70, mise en nom de Boga Koudoyo. Docteur Kodio Viton, bonjour. Bonjour monsieur, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Pyramide et bon anniversaire. Nous parlerons de cet anniversaire dans un instant. C'est votre premier passage ici depuis les dernières élections et les résultats que tout le monde connaît. Dans quel état êtes-vous depuis là? Nous sommes toujours sereins, comme nous savions le faire, toujours mesurant nos poussées, nos résultats et ajustons nos stratégies pour continuer le combat que nous avons débuté depuis longtemps. Donc la nouvelle vision se porte très bien, morale au point et le combat continue. C'est quand même curieux d'avoir quelqu'un qui sort des élections avec les députés et de dire qu'il est serein, parce que ça ne coûte quand même pas les rues. C'est tout le contraire que beaucoup disent. Exactement, et si on dit nouvelle vision, ce n'est pas un mot choisi au hasard, c'est parce que c'est un nom d'abord qui justifie sa nature, parce que nouvelle vision voudrait dire que nous avons un objectif précis, nous avons une vision claire, précise devant nous, que nous mesurons tous les jours. Donc le combat que nous menons peut être un peu différencié par rapport à son résultat, à sa finalité. Et quand on compare avec ceux qui sont, certains qui sont sur le terrain depuis longtemps, c'est pourquoi au sortir des élections, les gens peuvent se dire, peuvent se donner des mots de découragement et autres, parce que la finalité recherchée pour certains, c'est seulement des positionnements, alors que pour nous, la nouvelle vision, on recherche plus des outils, on recherche plus des opportunités d'appui
sur les politiques publiques afin de contribuer à l'amélioration des conditions de nos populations. Donc, l'analyse faite de ces élections pour nous, c'est de savoir si nous avons, nous avons eu un gain de cause suite aux élections par rapport à notre finalité ou pas. Et on ne peut pas dire le contraire. On a réussi à avancer sur certains points, même si nous avons eu 0 député à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Les points sur lesquels vous êtes avancés, c'est lesquels par exemple? Nous, toujours, nous parlons de la politique des 3 C, contribuer, collaborer et contraindre. Aujourd'hui, le schéma est clair. Nous avons sur le terrain le régime actuel UNIR qui est à la conduite et nous avons besoin d'une opposition constructive qui réellement met en exercice cette politique des 3 C. Et il est clair que ceux qui peuvent faire le combat, la voie maintenant est libre pour nous pour le faire. Parce que l'essentiel recherché par le peuple togolais, par la population togolaise, par la jeunesse togolaise, ce n'est pas la tête de quelqu'un, ce n'est pas la position de quelqu'un, mais c'est la possibilité d'agir sur les politiques publiques afin que les conditions soient améliorées, afin que la corruption soit réduite, afin que la politique soit plus optimale. Et je pense que tout est clair, que dans ce schéma que nous avons, ceux qui peuvent faire ce combat, ceux qui peuvent réellement s'engager, pas pour le positionnement, mais pour le bien de ce peuple, vont faire surface. Et là, la nouvelle vision est prête pour cette jeunesse, car notre finalité est claire devant nous. Nous avons devant nous un régime qui met sur pied sa politique et nous avons l'opportunité d'agir sur cette politique publique afin que nous puissions rendre plus optimale la gouvernance au Togo. Il y a une question sans doute que beaucoup vont se poser. Comment agir sur les politiques publiques si on n'est pas, par exemple, dans une institution, si on n'est pas justement à l'Assemblée nationale? Déjà, vous savez qu'un citoyen est déjà considéré dans une population. Donc si le citoyen déjà a sa voix, a sa parole, a son droit, a son devoir, qu'en est-il d'un parti politique? Donc nous pensons et nous sommes très persuadés qu'aujourd'hui, nous ne pourrons pas laisser passer certaines situations d'abus de pouvoir sans pour autant avoir cette opportunité d'aller frapper, d'aller cogner, d'aller négocier pour le bien de nos pays, de nos populations. Donc, si nous ne sommes pas aujourd'hui députés, nous sommes au moins un parti politique, et nous sommes des citoyens. Et nous savons que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui sont aussi des citoyens comme nous. Et aller vers cette personne avec des propositions, avec des suggestions, avec des revendications, avec des programmes, je pense que ça pourra plus améliorer le fonctionnement de l'État et le résultat de cette manière d'agir va améliorer les conditions de vie de nos populations. Moi, en réalité, quand vous êtes rentré en studio, je me suis dit, waouh, en fait, ça doit être une victoire pour vous d'avoir participé pour la première fois. Je parle de votre formation politique à une élection, parce qu'on sait qu'en 2020, votre candidature n'avait pas été acceptée. Est-ce que le fait d'avoir participé, que votre formation politique ait pu participer à cette élection, est-ce que vous rangez cela aussi sur le registre ou les domaines de victoire? Exactement, parce que, comme vous le dites, en 2020, on s'est préparé, mais on n'a même pas été officiellement candidat retenu. Si cette fois-ci, quand on parle des formations politiques qui ont participé aux élections, on cite le nom de la nouvelle vision, c'est un pas. Et au-delà de cela, c'est que la nouvelle vision, en fait, est connue par beaucoup de jeunes Togolais aujourd'hui. Quand nous voyons notre représentation nationale, c'est-à-dire du sud jusqu'au nord, quand nous voyons la mobilisation des Togolais, quand nous voyons la joie de la jeunesse togolaise à la rencontre de cette nouvelle vision et de son programme, nous sommes très contents, très sereins que nous avons commencé un combat qui, au fait, reflète le besoin de cette population. Parce que depuis plusieurs années, le combat a été mitigé. C'est comme si nous étions, ou bien nos aînés étaient rentrés en combat contre des hommes. Alors que la jeunesse togolaise, la population togolaise a besoin d'un cadre politique qui permet la création
du bien-être du peuple togolais. Un cadre politique qui permet un retour de la diaspora pour des investissements dans nos pays. Un cadre politique qui permet à ce que les multinationaux ne pillent pas notre économie. Un cadre politique qui permet de renforcer l'économie de notre pays, le Togo. Donc nous avons constaté que la jeunesse togolaise a été très contente à la rencontre de cette nouvelle vision qui était méconnue par une grande partie de la population avant. Donc l'analyse de notre participation dans cette élection nous donne victoire sur plusieurs points. Bon, en fait, il y a quelque chose qui me fait sourire quand vous évoquez la joie de cette jeunesse à la rencontre de vos représentants sur le terrain. Mais cela ne s'est pas traduit au niveau des résultats. Vous parlez de joie, mais la jeunesse togolaise n'a justement pas voté pour vous. Exactement. Bon. J'avais fait une sortie la dernière fois, je disais que quand nous avons traversé de Djankassé à Senkassé, nous avons vu que le mal du Togolais est très profond. Et le mal dans nos champs, dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos couvents, dans nos églises, dans nos mosquées. Le mal est tellement si profond que ça ne peut pas être résolu suite à 2 semaines de campagne et une journée d'élection. C'est un mal qui doit être défoncé depuis sa racine. C'est un changement de mentalité. Et un changement de mentalité n'est pas par appui de bouton. Mais quand la marche de 1000 km commence avec le premier pas, et que le premier pas est fait, et qu'un pas est fait après le premier pas, on ne peut que parler de succès, parce que c'est une avancée. Oui, nous avons des kilomètres à faire. Nous avons devant nous du boulot à faire, mais nous ne sommes plus au point de départ. C'est pourquoi nous parlons de victoire, parce que pour nous, quand vous mesurez vos victoires, ça devient une pression d'avoir plus que ce que vous aviez eu. Donc on ne parlera plus prochainement d'une participation de la nouvelle vision à une élection comme victoire, mais on parlera d'autres choses, ce qui voudrait dire que quand nous faisions déjà 2 pas, nous n'allons plus compter ces 2 pas comme des avancées. Donc il y a plus de choses à faire devant nous et les succès que nous recevons tous les jours, que nous calculons tous les jours, nous donnent cette énergie de continuer le combat. Vous évoquez la campagne tantôt, puisque c'est au cours de cette campagne que vos représentants ont été à la rencontre de la jeunesse, qui a exprimé sa joie. Vous l'avez dit tantôt, et cette campagne, on va revenir là-dessus. Cette campagne a été sans doute harassante pour beaucoup parce que ça a mobilisé beaucoup d'argent. Vous, au niveau de Nouvelle Vision, si ce n'est pas un secret, combien ça vous a coûté? Bon, pour le moment, l'état-major n'a pas mis public les finances, les déploiements du parti. Donc, ce serait peut-être gauche pour le président de le dire quand l'état-major n'a pas encore mis ça au public. Mais je pense que tout Togolais conscient a vu l'implication de la nouvelle vision, a vu ce que nous avons pu faire, a vu la mobilisation que nous avons pu démontrer, a vu le sacrifice que nous avons accepté de porter et a vu le courage que nous avons eu en passant de Djankassé à Senkassé, en traversant même des zones à tension pour dire à chaque Togolais que partout où vous êtes, que vous soyez en danger ou pas, nous sommes avec vous. Vous avez besoin de la nouvelle vision. Même s'il y a danger, nous sommes dans le danger avec vous. Et c'est comme ça que nous allons aider ce pays à aller loin. Nous n'allons pas synchroniser les choses en mettant certains en conditions rassurées et d'autres en se disant qu'on ne peut pas aller là-bas. La nouvelle vision l'a démontré. Et l'implication financière pour nous n'était pas au fait la mesure, mais c'est le sacrifice de cette jeunesse. Quand je vois par exemple un groupe de plus de 80 jeunes qui ont quitté Lomé et qui nous ont suivis jusqu'à Senkassé, ont passé des jours sans être payés, mais toujours contents. Et des fois même, manquant de nourriture, mais toujours contents à cause de la vision qu'ils ont découvert. Je dis, il y a beaucoup de succès en amenant les jeunes à la rencontre de la nouvelle vision. Vous savez très bien que dans un processus électoral, en passant par la campagne, surtout l'implication ou le paramètre argent est important. Beaucoup, par exemple, en faisant la comparaison avec le parti au pouvoir, ont sans doute compris que le parti au pouvoir a déployé beaucoup plus d'énergie. Je reviens à ma question. Est-ce que cela vous a coûté, par exemple, une centaine de millions, 200 millions, par exemple, dans un parti politique en Afrique? On sait très bien que c'est le président qui décide de tout, qui peut dire tout. Et ce n'est pas le cas chez vous? Je ne dirais pas non, d'autant plus que nous sommes dans un processus de changement de manière de faire. Donc, tout ne sera pas rose au premier jour. Mais nous essayons la nouvelle vision
de ne pas faire le one-man power, où les décisions sont prises par l'institution et par les membres selon leur cahier de charge. Donc, comme je le disais, oui, quand on voit ce que nous avons déployé, toute personne qui connaît le sens de l'argent peut se dire, du moins à la nouvelle vision, on a dépensé une centaine de millions. Et nous disons depuis qu'à la nouvelle vision, nous projetons. Je me souviens, en 2016, quand je disais que j'irais aux élections présidentielles en 2020, les gens se disaient, 4 ans avant une élection, les gens se projettent déjà. Donc, quand vous voulez aller loin, il faut ménager sa monture. Donc là, depuis, nous savons que nous avons devant nous une élection qui vient et nous avons mis en jeu toutes les dispositions qu'il faut pour arriver à assurer ce que nous devons assurer pour avoir le résultat. Il y a eu une curiosité durant toute cette campagne, c'est que vous n'avez pas été candidat vous-même. Exactement, parce que quand je suis candidat, je me concentre sur une zone. Je pense que ça ne donnera pas au fait le résultat escompté. Parce que la finalité, c'est quoi? C'est d'avoir au fait des opportunités de décision sur toute l'étendue du territoire qui nous permettent d'imposer une politique de développement, une politique d'ouverture, une politique d'union pour l'avancée de la jeunesse togolaise. Donc, quand je vis en tant que député dans une zone, ça restreint au fait cette vision que j'ai du Togo. Donc, j'ai toujours dit sur les antennes que même à 24 heures avant une élection présidentielle, par exemple, si le Togo marche bien, je ne serai plus candidat. Cela voudrait dire que la finalité, ce n'est pas la candidature, ce n'est pas la position, mais c'est de pouvoir contribuer à un Togo soudé, à un Togo émergé. Donc, mon positionnement pour ne pas être candidat a été évalué comme la meilleure dans cette lutte où nous poursuivons les positions à l'Assemblée nationale pour faire asseoir cela. Et ça m'a permis, par exemple, de pouvoir sillonner une fois encore le Togo, de pouvoir renforcer mes candidats dans différentes zones, alors que si j'étais candidat, ça m'aurait peut-être restreindre mes opportunités de partager cette nouvelle vision avec la jeunesse. Vous n'avez pas été candidat, peut-être que vous êtes resté dans la 4e République, puisque la 5e République ne vous permettra pas demain d'être président de la République si, vous savez, en 2025, au Togo, il n'y a pas d'élection présidentielle, vous savez. Ah oui, je sais que quand on lit les éléments de la 5e République, on n'a pas dit que pour être président de la République, il faut être chinois. Donc si je suis un citoyen togolais, c'est une possibilité d'être président de la République. Donc, c'est possible. Donc, être président de la République, obligé juste, comme on le dit, d'inaugurer les chrysanthèmes, puisque dans la 5e République, le président de la République, il n'a presque pas de pouvoir. Bon, ce qui est sûr, c'est que quand on compte, on ne s'arrête pas à 5. Donc, si on a eu 4, on a eu 5, ça peut toujours avancer. Donc, vous rêvez qu'on aura une 5e République? Je ne rêve pas, je parle. Non, mais en fait, c'est ce que vous venez de dire là. Bon, on a déjà une 5e République, ce qui veut dire qu'on avait eu 4. Donc, avançons, et toujours avec notre finalité basée sur la création d'un Togo soudé émergé, et on va voir ce que l'avenir va nous donner. Revenons sur la campagne électorale. Vous n'avez pas dit exactement combien cela vous a coûté, mais on sait que ça a coûté beaucoup d'argent, au-delà peut-être de 100 millions au niveau de votre parti politique. Il était annoncé qu'un financement public allait être donné aux formations qui ne vont prendre part au scrutin. Et vous avez pris part au scrutin. Vous avez reçu combien? Nous avons reçu 11 millions poussières, moins de 12 millions, comme financement de l'État. Mais comment est-ce que vous l'analysez, ce financement, cet appui que l'État fait aux partis politiques? Ce que je n'ai pas beaucoup aimé par rapport à cela, c'est que la manière dont des communications étaient faites sur ça, c'est comme si c'était l'argent que l'État donnait aux formations politiques, surtout de l'opposition, comme une aide. D'abord, ça, il faudrait que le peuple togolais comprenne que ce n'est pas une aide. C'est donné par la législature. C'est comme ça la loi l'a prévu. Et même le parti au pouvoir en a eu selon ses candidats. C'est la première des choses. Et deuxième chose, c'est que vu la condition socio-économique très restreinte de nos populations, ils ont fait croire à certains même de nos candidats que c'était une somme suffisante qui a été donnée pour couvrir la candidature et comment dire, tout ce qui est autour de toutes les dépenses. Alors que déjà, au niveau des
de la caution, on a dépensé une vingtaine de millions. Donc si on a eu 11 millions sur une vingtaine de millions, où les gens, dans vos formations, commencent par bourdonner pour dire non, l'État vous a donné de l'argent et que nous n'avons pas une autre part. C'est-à-dire cette communication d'un côté ou de l'autre, il faudrait que le peuple soit éduqué sur ça. Parce que c'est au fait une poussée que l'État donne. Et l'État donne cette poussée à quelle date même? Il faut voir. Ce n'est pas avant le dépôt des dossiers, ce n'est pas avant le début de la campagne. Et on revenait du septentrion, avant que nous soyons appelés pour dire venez prendre le truc à 24 heures avant la fin de la campagne. Ce qui voudrait dire que le mécanisme n'est pas... Ça ne vous a pas vraiment servi? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Vous êtes positionné comme un candidat? Nous avons eu 46 circonscriptions, donc 96 candidats. Et au final? Et au final, nous avons eu 0 candidat. Oui, c'est 0 élu. Oui, on avait également eu une liste invalidée au niveau de la circonscription d'Aguenivé. Mais à part ça, on était présents sur tous les fronts et puis on a combattu, on a fait ce que nous devons faire. Mais on n'a pas encore eu tous les résultats. C'est vrai que, on le sait, vous n'avez pas eu d'élus au niveau de la prochaine Assemblée nationale. Vous n'en avez pas eu également au niveau des régionales. Exactement. Au-delà de vous affichez là une forme de sérénité, vous êtes zen, mais au-delà de votre personne, les militants, les cadres, les candidats qui étaient positionnés et qui peut-être rêvaient de devenir députés, quel est leur moral? Je pense que leur moral n'est pas différent de celui du parti. Parce que nous avons une vision à défendre, nous avons un objectif à atteindre et nous travaillons comme une seule personne, nous travaillons comme une seule institution. Donc quand le combat n'est pas un combat de positionnement, la question que nous nous posons, c'est de savoir, est-ce que nous avons fait des pas en avant par rapport à notre vision, par rapport à ce que nous recherchons? Si oui, on va s'arrêter. Sinon, est-ce qu'on peut avancer? Mais si oui, mais on n'a pas beaucoup avancé, est-ce qu'on peut réajuster? Donc c'est l'analyse que nous faisons tous les jours. Donc nos candidats, certains qui peut-être ont eu pour finalité seulement le fauteuil, peuvent se voir découragés. Mais quand ils savent que la marche, comme je l'ai dit, est longue et que nous avons fait des pas en avant, ils savent que très bientôt, nous aurons encore des élections devant nous. Mais nous avons maintenant l'opportunité de travailler. Comme je l'avais dit, le peuple togolais a été malmené d'une manière ou d'une autre par les politiques, par les politiciens au Togo, où le travail a été mis de côté et le combat des hommes contre des hommes a été le plus essentiel. Mais maintenant, il n'y a pas, officiellement, il n'y a pas une élection présidentielle directe, il n'y a pas... il y a eu un changement. Mais là, ceux qui sont là réellement, qui se disent qu'ils se sont engagés pour la recherche du bien-être du Togo, pour la recherche d'un cadre de développement pour la jeunesse togolaise, c'est le moment pour nous de travailler. C'est le moment de démontrer que nous ne nous sommes pas engagés pour notre vent, pour nos positions, mais nous sommes engagés parce que nous avons un programme, nous avons un projet, nous avons des aptitudes pour apporter pour l'amélioration de la gouvernance. Et c'est pourquoi j'ai dit à la Nouvelle Vision aujourd'hui, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine, dans tous les domaines, nous sommes prêts à apporter notre expertise. Nous sommes prêts à faire asseoir cette politique des 3C, la contribution, la collaboration et la contrainte au moment des abus du pouvoir. Après les résultats qui donnent 108 députés au pouvoir et seulement 5 députés à l'ensemble de l'opposition, y compris les partis traditionnels des années 90, vous, votre vision, est-ce que vous remarquez pas qu'elle aura du mal à être concrète, à être mise en œuvre, à se réaliser? Bon, si nous nous positionnons dans un système de lutte des hommes, c'est-à-dire dire oui parce que l'autre a dit non, ou bien dire non parce que l'autre a dit oui, on dira qu'ils n'auront pas d'opportunité d'agir sur les politiques publiques. Mais quand nous nous positionnons sur une gouvernance contributive, je pense que même une seule personne aussi peut faire des propositions. La proposition émane toujours d'une personne, mais est prise en compte par des personnes et enfin par une population. Donc je pense que
si le cas est de s'opposer pour s'opposer, ce n'est pas la peine de siéger. Mais si c'est pour contribuer au développement de cette nation, en laissant de côté nos égos, mais en proposant pour arranger la situation socio-économique de nos populations, ils ont raison, ils auront des opportunités à saisir. Mais il y a quelque chose qui n'est pas clair là, parce que comment est-ce que vous allez continuer à contribuer si vous n'êtes pas à l'Assemblée nationale, si vous n'êtes pas au niveau des conseils régionaux, vous allez contribuer comment? Nous avons toujours contribué, même au moment où nous n'étions même pas candidats. On a été comment dire, écartés de la lutte. Nous avons toujours contribué. Nous avons nos représentants, nous avons nos ministres, nous avons nos préfets, nous avons nos maires. Mais nous avons des propositions. Pourquoi ne pas aller vers ces gens, ces représentants de la population qui sont habilités à mettre sur pied ces propositions? Pourquoi ne pas aller défendre la proposition de nos populations à ces niveaux? Donc c'est le combat que la nouvelle vision ne continuera pas à faire. Si aujourd'hui nous avons un projet dans l'agriculture qui va créer de l'emploi, de la richesse à la population togolaise, on n'a pas besoin d'attendre de devenir député avant d'aller vers le ministère de l'Agriculture. Si nous avons des propositions dans la gouvernance, on n'a pas besoin d'attendre avant de nous orienter vers le président de la République ou le président du Conseil des ministres. Donc, nous, à la nouvelle vision, nous sommes des citoyens et nous avons des propositions et nous ne nous mettons pas dans des positionnements où on doit être ici avant de les exécuter. Et ceux qui ont mémoire, ils vont se souvenir qu'en 2020, quand j'étais écarté, 5 jours après, j'ai écrit à tous les autres candidats, les 5 autres candidats, venez pour que je partage mon projet de société avec eux pour voir s'ils peuvent en tirer quelque chose pour étayer, pour pouvoir appuyer ce qu'ils ont. Parce que la finalité, c'est d'apporter ce que j'ai de plus pour la gouvernance de mon pays. Est-ce que vous avez l'impression que UNI a besoin de vos propositions au vu des derniers résultats? Puisque quand on a 108 députés à l'Assemblée nationale, contre seulement 5 pour l'opposition, et que vous, par exemple, vous n'êtes pas élu au niveau de l'Assemblée nationale, vous n'avez même pas de représentants au niveau des conseils régionaux, est-ce que vous avez l'impression que UNI a besoin de vous? D'abord, si on parle de la population togolaise sur les recensements, les derniers recensements, on sait que nous sommes plus de 8 millions de Togolais. Et pour le nombre de votants, nous sommes 3 millions quelque chose. Et pour ceux qui ont pu voter, selon les chiffres officiels et les chiffres officieux, sont moins de ça. Donc cela voudrait dire que UNI n'est pas seulement, si UNI est le parti au pouvoir, il n'est pas seulement le président des membres unis, il devient président de toute la population togolaise. Donc il a le devoir d'écouter les militants de tous les autres partis, parce que si vous devenez ministre de tout le monde, des membres de la Nouvelle Vision, des membres de l'UFC, de l'ANC, de tout le monde. Mais nous sommes plus que conscients que c'est il s'agit seulement de la bonne démarche et puis de la bonne foi. De la bonne démarche de ceux qui apportent des propositions et de la bonne foi de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, pour que nous puissions enfin contribuer au développement de notre pays. Parce que c'est ce qui est toujours à la vision de nos actions. C'est que quand est-ce que nous pourrons arriver à un moment où nos différences dans les discussions politiques, nos différences dans nos stratégies vont nous amener à construire un pays économiquement fort, un pays où on n'a pas besoin d'augmenter des taxes un peu partout pour pouvoir alimenter les caisses de l'État, un pays où on n'a pas besoin d'imposer encore des points de péage pour pouvoir avoir de l'argent dans des caisses, parce que ça fait saigner la population. Aujourd'hui, regardez, allez au port pour voir comment est-ce que la diaspora saigne, parce que les trucs sont devenus exorbitants. Et les impôts ont monté partout. Donc, ça fait saigner la population. Mais si nous avons, à notre niveau, des propositions qui vont alléger le poids fiscal sur les populations, mais vont faire rentrer des recettes un peu partout, je pense qu'ils seront humains de nous écouter et de mettre en application ces propositions. Donc, il ne suffit pas d'être opposant de rue. Il faut s'opposer à ce qui ne marche pas en proposant. Et c'est ce que nous savons faire. Mais vous avez l'impression qu'il y a des opposants de rue? Ce n'est pas une impression, parce que nous marchons sur les résultats que nous avons. Parce que si nous n'avons pas eu des opposants de rue depuis cette trentaine d'années que nous avons subi ce combat, régime, opposition, quel est le résultat que nous avons devant nous? Regardez la situation des Togolais aujourd'hui. Regardez le nombre de personnes qui vous appellent tous les jours parce qu'ils
ont besoin de quelque chose. Regardez ceux qui n'arrivent même pas à se payer une facture de 5 000 francs parce qu'ils sont malades. Donc, vous avez le pays, les gens végètent. Ce qui voudrait dire que la politique mise en œuvre depuis plusieurs années n'a pas donné le résultat. Donc, il y a nécessité d'avoir une nouvelle vision. Et heureusement que la nouvelle vision est là. Et cette vision va jouer pleinement son rôle. Surtout que le terrain devient de plus en plus favorable en éclairant la population togolaise sur ce qu'on appelle la politique et la politique d'une opposition. Qu'est-ce qui est favorable? Parce que beaucoup pensent que les choses deviennent de plus en plus compliquées là. Exactement. Parce que depuis notre implication politique, c'était très difficile de faire comprendre à quelqu'un que je suis de l'opposition, mais ce programme que l'État a est bon. Les gens ont été amenés à penser autrement. C'est que quand tu n'es pas du pouvoir, tout ce qui vient du pouvoir est abnormal. Mais ça a pris du temps pour que les gens comprennent. Vous allez voir le message que nous avons passé durant toute la campagne. Les gens ont compris que le combat que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas un combat de qui peut faire partie celui-là, qui peut faire venir celui-ci, mais qui peut nous aider dans nos champs, dans nos écoles, nous les retraités, nous les militaires, nous les commerçantes, qui peut nous aider à réduire les impôts, qui peut nous aider à réduire les prix des denrées alimentaires, qui peut nous aider à réduire le prix du pétrole. C'est de là qu'il s'agit. Donc aujourd'hui, quand la population est plus éclairée sur cette démarche, il comprendra mieux ce que nous avons comme nouvelle vision et la politique que nous avons développée pour assurer une économie forte pour les Togolais, afin de ne plus être un outil à tous les multinationaux et puis nationales et autres personnes. Mais quand on vous écoute, est-ce qu'on n'a pas l'impression d'avoir l'incarnation du nouveau centre? Parce que quand on vous écoute, vous semblez jeter la pierre au pouvoir. Vous semblez jeter également la pierre à une certaine opposition. Non, nous ne jetons aucune pierre à qui que ce soit. Nous jetons les pierres au résultat sur le terrain. Et le résultat sur le terrain qui nous écoeure, c'est que les gens ont faim. Les gens sont dans des situations très difficiles. Regardez le nombre de terres, c'est-à-dire nous avons tellement de ressources exploitables, inexploitées. Nous avons beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont accumulé des richesses, mais qui ne dépensent pas. Nous avons beaucoup de personnes qui ont besoin des ressources pour dépenser, pour faire tourner l'économie. Ça ne marche pas. Vous voyez, autour de nous, on se dit, il faut aller ouvrir ton business, il faut aller faire cela. Vous allez voir beaucoup de jeunes avec la 4CFE en main, mais n'ont pas de quoi alimenter leurs entreprises. Les gens sont allés faire des prêts au niveau des microfinances, mais aujourd'hui, ils doivent fuir leur maison parce qu'ils n'arrivent pas à vendre pour pouvoir assurer le minimum de paiement. Mais pourquoi? Et dans ce même pays, il y a des gens qui sont dans de l'argent. Mais pourquoi ne pas mettre sur pied une politique qui permet la circulation du fonds national? Pourquoi ne pas mettre sur pied dans ce pays un système qui permet à ce que les jeunes qui se débrouillent aient les moyens d'alimenter, les moyens de pouvoir soutenir leur business et d'aller plus loin? Pourquoi ne pas avoir, par exemple, un régime fiscal qui soutient la création des emplois, qui soutient les jeunes qui font des efforts? Oui, on a vu des millions jetés dans des mécanismes de financement, les FNFI et autres. Nous avons des propositions à la nouvelle vision. Et à chaque instant, nous n'allons pas rester les bras croisés. Le travail que nous avons devant nous aujourd'hui, après la mise en place des institutions, c'est de pouvoir les identifier un à un, faire une analyse complète des insuffisances, des aptitudes et faire des propositions envers les leaders, les décideurs de ces domaines. Et nous savons qu'avec cela, nous allons pouvoir changer la donne. Nous allons changer la condition de nos concitoyens. Je parlais tantôt de centre, puisque beaucoup pensent, en ce qui concerne notre pays, qu'il n'y a pas de place en réalité pour le centre. Soit vous êtes aux côtés du pouvoir, vous êtes du pouvoir, ou vous êtes de l'opposition. Vous vous opposez frontalement au pouvoir. Est-ce que vous partagez cette façon de voir, ou que répondez-vous à ceux qui pensent qu'il n'y a pas de cette troisième voie-là? Oui, d'un côté, je dirais que c'est la manière dont nous avons été malmenés dans la politique. C'est que si je suis de la gauche,
et tu es de la droite, nous ne pouvons pas nous accorder parce que nous sommes de différents côtés. Alors que le travail que nous devons faire ne devrait pas être sur la personne, mais sur les propositions. Quand on nous dit par exemple Nouvelle Vision que nous sommes des centristes, je dis non, parce que quand on parle de centre, quand la situation est de 0 et 100, le centre est à 50. Mais nous sommes un parti objectif. Et ce que nous appelons pas parti objectif, c'est quoi? C'est que si aujourd'hui ce que le régime propose est bon et qu'on peut supporter, on le supportera. Si c'est mauvais, qu'on doit être catégoriquement contre, on sera catégoriquement contre. Mais si on se met au centre, vous allez voir que nous n'allons pas prendre des décisions objectives. Et c'est ce qui ne nous aide pas. Donc pour nous, ce n'est pas le côté centrique de la chose qui fait rayonner les choses, mais c'est d'être objectif dans la prise de décision. Ce qui est bon, encourageons-le et proposons. Et ce qui est mauvais, dénonçons-le en proposant d'autres choses. C'est ce que nous savons faire à la Nouvelle Vision. Dans 7 minutes, les auditeurs auront la possibilité de participer à l'émission comme c'est de tradition. Je rappelle que nous avons comme invité le docteur Aubin Kouadjou-Victon, président de Nouvelle Vision. Sur les résultats, il y a beaucoup de choses qui se disent, qui se sont dites. On ne vous a pas écouté ici à Pyramide FM. Beaucoup ont utilisé des qualificatifs les plus variés. Certains ont parlé de faux résultats. Certains ont parlé de farce, et on a parlé de tricherie, de vol carrément, de tripatouillage. Où vous vous situez? Ce que nous avons vécu, c'est de cela que nous pourrons parler. Et si je prends le premier point par rapport à ce que l'État a publié, bien la CENI a publié sur le taux de participation. Je n'ai pas été présent moi-même dans tous les bureaux de vote, mais dans le peu de tours que j'ai pu faire, j'ai constaté durant toute la journée que la population n'était pas là. C'est-à-dire, tu sors de la maison pour aller voter, il n'y a même pas quelqu'un devant toi. Mais comment est-ce qu'on parle d'une participation, d'ailleurs même de plus de 50%, alors que même pour faire les cartes des électeurs, ce n'était pas facile. Il y avait eu des jours pour le faire. Mais pour aller voter, tu te lèves et tu vas voter. Et à la fin, on nous dit qu'il y a une participation de plus de 70%. Je ne comprends pas. Et selon ce que moi j'ai vu de mes propres yeux, non. Mais la statistique ne se limite pas à cette zone. Malheureusement également que nous n'avons pas souvent accès à des données de l'État qui nous permettent d'analyser en profondeur certaines choses pour se dire que voilà ce que nous avons vu et voilà ce que vous avez fait de mauvais ou de bien. Mais ce que nous avons vu de nos yeux, c'est que la population, une grande partie de cette population que je connais ne s'est pas mobilisée pour aller voter. Deuxièmement, nous avons constaté certaines choses, comme vous tous, vous l'avez vu aussi sur les réseaux sociaux et autres. On sait que nous devons faire aussi attention à certains réseaux sociaux. Mais nous avons vu des gens mal intentionnés qui ont voulu, ou bien qui ont pu voter plus de deux fois. Mais si la Cour constitutionnelle nous dit que ça n'a pas d'incidence sur les résultats, là également, avant de se dire que oui ou non, on devrait avoir les preuves. Mais regardez, dans un pays où, à la veille, on change par exemple le nombre de circonscriptions, à la veille, les nombres de bureaux de vote sont changés. Nous n'avons pas les données à temps pour nous préparer. C'est comme si on va à un match où une seule équipe connaît les règles du jeu. Et nous, c'est sur la pelouse qu'on nous dit ce que nous devons faire. Ça, je ne suis pas d'accord. Il faudrait qu'on puisse corriger cela. Parce que ce n'est pas aujourd'hui. Et UNI le fait à chaque moment. Mais s'ils savent qu'ils ont la population, s'ils savent qu'ils pouvaient avoir 108 députés sur les 113, alors dites-nous en avance les règles du jeu. Nous allons nous préparer. Mais comment nous dire à la veille que nous avons tel nombre de bureaux de vote au moment où nous nous préparons pour tel nombre en nous basant sur les projections antérieures? Vous voyez que le match n'a pas été équilibré. Mais nous savons, nous à la Nouvelle Vision, que nous sommes rentrés dans un combat où tout n'est pas garanti au premier jour. Mais nous sommes venus pour réparer. Donc si nous sommes revenus pour réparer, pour arranger, pour apporter notre plus, cela voudrait dire que nous reconnaissons qu'il y a des insuffisances. Mais ces insuffisances à notre niveau
ne seront jamais nos handicaps. La marche va continuer. Dieu nous a donné cette sagesse de pouvoir toujours trouver des stratégies pour contourner et continuer le combat. Et nous le ferons toujours. Et le découragement n'est pas dans notre calendrier. On vous sent très optimiste, puisque quand on écoute les acteurs engagés dans le combat politique depuis les années 90, de plus en plus de ces acteurs, certains ne croient plus aux élections. Croire aux élections. Les élections, au fait, c'est une phase finale de tout un déploiement des acteurs politiques durant des années. Vous avez vu, par exemple, que justement, on fait certaines reproches aux partis, surtout aux partis de l'opposition, que c'est à la veille des élections que nous les entendons. Nous, aujourd'hui, tout juste une semaine ou deux après la proclamation du résultat, la Nouvelle Vision a investi, par exemple, dans le Bamono. La Nouvelle Vision, à l'heure où nous parlons, après les résultats, dans la circonscription de Yoto, où nous avons eu 0 député, nous sommes en train d'exploiter 85 hectares de champs pour aider la population là-bas. Dans la préfecture de l'Avé, nous nous préparons pour un lancement des activités agricoles. Dans le septentrion, à Penjal, nous nous préparons pour lancer des activités agricoles pour que la population puisse avoir de quoi se nourrir. Nous savons que les partis politiques ont un calendrier donné, mais nous sommes tous conscients que l'incidence socio-économique de la population agit sur la politique. Donc nous sommes obligés de dépasser les limites d'un parti politique pour aller dans une politique sociale afin d'arriver à ouvrir la mentalité des gens à comprendre ce qu'on appelle la politique. Donc pour nous, quand on dit les élections, il n'y a plus espoir pour les élections et autres, c'est parce que ces personnes pensent que la finalité, c'est d'aller aux élections et d'avoir des fauteuils qui est le résultat. Non, c'est de pouvoir avoir cette opportunité de faire asseoir une politique nationale constructive, contributive à une économie forte qui permet à chaque citoyen de jeunes d'être debout tous les jours. 45 minutes déjà d'entretien avec le président de Nouvelle Vision. Nous allons, comme je l'ai dit tantôt, avec les auditeurs, continuer cette émission sur la deuxième partie avec leurs contributions, leurs questions, leurs préoccupations. Docteur Kodiovi est là pour les écouter sur 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour Pelé, comment vous allez? Oh, très bien. Et votre dimanche? Ah, en forme. Vous êtes en forme? Tout à l'heure, nous irons à Kassimé. Ah, vous irez à Kassimé? Oui. Ok, on vous écoute pour votre préoccupation. Voilà, qui appelle le Togo. Et j'invite automatiquement le docteur Obéton d'être au rendez-vous. C'est parce que il est en train de décortiquer, c'est à cause de ça. Comment vous vivez, docteur? Bonjour. Bonjour, monsieur Pelé. C'est la 5e République. Ça, je crois que ça se prépare dans les décisions. Ok. Bon, je pense que tout ce que vous voulez énumérer pour ces élections, docteur, s'il faut recommencer, comment vous allez faire? C'est-à-dire la manière dont vous avez été aux élections en rang d'exercice. D'une manière autre encore que le régime RPT est son habitude, sa stratégie de préparer, et vous voyez encore comment on nous a installé la 5e République avec les élections. Il faut recommencer, comment vous allez faire? La seule question, merci. Bien, merci, Pelé. Oui, d'accord, c'est une très bonne question. Mais s'il faut recommencer et que nous avions cette possibilité de faire asseoir ou bien de décision, nous allons dire que il faudrait que les règles du jeu soient claires avant l'implication de chacun de nous. Parce que nous avons commencé, ça fait longtemps, et ce qui était très difficile pour nous, c'était que la population togolaise a été façonnée d'une manière donnée où c'était difficile de pénétrer les méninges pour leur dire, voilà au fait ce que nous voulons. Donc s'il faut recommencer aujourd'hui, nous allons faire cette campagne de sensibilisation des mois avant les élections pour que la jeunesse togolaise comprenne que ce que nous recherchons, c'est réellement un pays qui permet à chaque citoyen de vivre sur un territoire qui lui inspire confiance et sécurité.
qui lui permet de pouvoir vivre tous les jours, de pouvoir joindre les deux bouts, de pouvoir non seulement rêver, mais aussi avoir des paramètres et garanties de réalisation de leurs rêves. Donc, nous allons demander, s'il faut encore recommencer, nous allons prier nos institutions de jouer pleinement leur rôle et non de se mettre de côté et nous mener comme si nous n'étions pas aussi des candidats, nous n'étions pas aussi des formations. Vous appelez à plus de neutralité. Vous appelez à plus de neutralité. Exactement. Alors, deuxième auditeur. Oui, bonjour, on vous appelle comment? Moi, c'est Basile. Oui, Basile. Allez-y, Basile, on vous écoute. Salut, docteur. Bonjour, monsieur Basile. Bon, je l'ai écouté vers la fin, mais je pense que c'est sûr que c'est ce qu'il a développé depuis le début aussi. Ni chaud ni froid. Bon, je voudrais lui poser cette question. Je pense qu'il est venu, ça doit faire 2 ans au moins déjà, sur la scène politique. Est-ce qu'il est sûr que ce qu'il dit s'apporte? C'est qu'il fait des actions beaucoup sur toute l'étendue du territoire. Est-ce que, malgré ça, est-ce qu'il pense que ça porte? Si on est parti aux élections, il a vu comment les élections se sont passées. Il ne veut pas dire réellement que ce sont les fraudes. Il ne veut pas dire que ce sont de bonnes élections aussi. C'est-à-dire que ni chaud, ni froid, toujours comme ça. Il ne pense pas qu'en faisant comme ça, le régime a plus de 1000 ans devant lui encore. Merci. Bien, merci, Basile. Il y a certains auditeurs qui nous regardent un peu partout dans le monde. Certains aussi ont des questions similaires. Si ce que vous dites, si cela porte, ce que vous proposez aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que cela va être écouté ou que vous avez déjà été écouté par le passé? Depuis le début de notre implication politique, nous avons identifié 6 acteurs impliqués dans le combat togolais qui font plutôt de la gouvernance togolaise une gouvernance non effective parce qu'ils ont des intérêts diversifiés et il y avait un manque de consensus de partage d'intérêts particuliers qui est aligné avec la recherche du bien-être du peuple. Et de ces 6 acteurs, nous avions identifié le régime au pouvoir et les partis de l'opposition. Et nous avions identifié comme soubassement du régime au pouvoir 2 ou 3 choses, c'est-à-dire la peur du lendemain et la peur de perdre les privilèges du pouvoir. Et troisième chose, c'est l'aisance de leur positionnement. Et pour le parti de l'opposition, nous avons vu identifier la recherche d'un changement, de régime, de tête. Et ce qui a créé entre les deux pôles une tension rigidement tendue. Et au lieu que le régime au pouvoir puisse mettre en application des projets qu'on nous propose des fois qui sont bons à entendre, il prend son temps à se protéger. Au lieu que les partis de l'opposition cherchent à analyser les insuffisances de l'application des projets pour des corrections, ces partis se positionnent plus sur comment faire chuter l'autre. Et lorsque les deux blocs, qui sont au fait les grands blocs politiques de notre pays, se positionnent d'une manière où ceux qui sont au pouvoir n'exercent plus le pouvoir, mais s'exercent pour pouvoir se protéger. Et ceux qui recherchent le pouvoir ne vont plus s'occuper de ce que le peuple recherche, mais cherchent à faire tomber les autres. La population ne peut que végéter dans l'ornière. Donc, ce qui a créé, au fait, ce qui nous a donné cette incitation d'une nouvelle vision où nous devions déclasser. Mais ce que vous dites, par exemple, la question de l'auditeur, ça, vous l'avez dit depuis avant même 2020. Exactement. Mais ça fait presque 7 ou 8 ans maintenant que vous dites la même chose. La question, c'est de savoir, est-ce que cela porte? Parce que si vous sortez des élections avec 0 député, cela veut dire quelque part que votre voix même ne porte pas. Bon, c'est ça, j'ai dit que le mal étant si profond, les 2 semaines de campagne, où la grande partie de la jeunesse togolaise a fait la rencontre de la nouvelle vision, ne suffisent pas pour changer une mentalité. C'est un combat de longue haleine et nous sommes préparés pour ça. Oui, à leur question, je dirais, oui, ça porte et ça portera.
Ça porte parce que nous faisons des avancées. Ça portera parce que nous n'avons pas encore atteint là où la partie, de l'iceberg qui se fait voir doit se faire voir pour que les gens puissent mesurer l'impact que nous avons sur les populations. Allô, après Basile, nous avons qui? Le téléphone. Bonjour. Bonjour, c'est monsieur? C'est Dominique. Mais Dominique, parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Dominique, vous nous appelez d'où? Oui, j'appelle de Kégué. Dominique, on vous écoute depuis l'Oméga. Oui, bonjour docteur. Bonjour monsieur Dominique. Oui, docteur, en vous entendre parler, vous reconnaissez que aujourd'hui, le peuple togolais a faim et que on lui impose des péages, des augmentations de prix, ainsi de suite, pour pouvoir équilibrer les caisses de l'État, tout ça là. Bon, ma question est de savoir, la faute est à qui? À qui la faute si aujourd'hui le peuple togolais a faim? Puisque je constate que vous combattez plus l'opposition, vous donnez du tort à l'opposition, c'est-à-dire pour ces différents problèmes. Ma deuxième question, vous avez reconnu aussi des insuffisances dans l'organisation de ces dernières élections législatives. Et en tirant une conclusion, quelle conclusion vous pouvez tirer à travers ces élections? Est-ce qu'on peut avoir un changement aujourd'hui dans ce pays en passant par les élections? Je vous remercie. Bien, merci Dominique pour vos deux questions. La première partie. Oui, la première partie, il disait que il pense que je combats plus l'opposition. Je ne sais pas si je pourrais me faire comprendre en disant ceci. Je suis contre l'opposition qui s'est établie entre le régime et l'opposition. Parce que cette opposition qui s'est établie entre le régime et l'opposition n'a pas pu donner ouverture à ce que nous construisions notre pays, que nous arrivions à créer des situations qui permettent à la jeunesse togolaise de pouvoir s'épanouir. Et cette opposition, et c'est de ça que je parlais avant sa question, a fait que le régime ne gouvernait plus pour avoir des résultats sur les populations, mais pour se maintenir au pouvoir. Et en ce moment, l'opposition ne cherchait plus à apporter une amélioration critique, des discussions critiques pour améliorer les situations, mais cette relation rigidement tendue entre les deux, c'est ça que nous combattons, et c'est cela qui a créé au fait une nouvelle vision. Donc on ne combat pas l'opposition. L'opposition a joué son rôle, le régime a joué son rôle, mais la relation qui les liait était une relation d'opposition qui n'a pas permis l'assise d'une bonne gouvernance. D'où la nécessité d'une nouvelle vision que nous sommes aujourd'hui. Mais sa deuxième question, oui. Il voulait savoir si... Sur les insuffisances constatées tout au long du processus, quelle est votre conclusion tirée? Aujourd'hui, par exemple, nous disons que l'opposition togolaise, c'est-à-dire les partis non au pouvoir, ne doivent pas s'abstenir des institutions de l'État. S'il y a opportunité au niveau de la CENI aujourd'hui, il faut que l'opposition envoie ses membres à la CENI. S'il y a recrutement dans l'armée aujourd'hui, il faut que l'opposition envoie ses membres dans l'armée. S'il y a, c'est-à-dire, on est resté dans une situation où on croit par exemple que l'armée c'est pour le régime, on prend par exemple que cette institution c'est pour le régime, et à la fin ce sont ces mêmes institutions qui organisent des élections et qui prennent des décisions pour nous, et nous participions, alors que nous ne sommes pas aussi des membres, des délégués de ces institutions. À la nouvelle vision, nous sommes dit, il est temps maintenant de rentrer dans les institutions de l'État, de rentrer là où il y a opportunité. S'il y a des appels, pour des positionnements au Togo, il faut que l'opposition soit présente. Et c'est en infiltrant ces institutions et en emmenant cette nouvelle politique, cette nouvelle manière d'agir, cette stratégie de pouvoir changer sans pour autant faire un combat d'hommes contre des hommes, que les gens sauront que oui, on peut être un ancien président et être en joie. On peut être un ancien ministre et être libre dans son pays. On peut être un ancien député et sortir n'importe quel moment dans son propre pays. Nous avons besoin de créer cette situation, mais pas en restant loin dans la conclusion
que nous avons prises dans la nouvelle vision, c'est que nous devons intégrer les institutions de l'État pour faire asseoir réellement la nouvelle vision. Si je comprends bien la question de l'auditeur, c'est pour vous amener à dire si tout a été correct, si tout a été bon, si tout a été tripatouillé, fait comme certains acteurs l'ont dit. En réalité, je pense que c'est le sens de sa question. Bon, peut-être c'est votre question. Bon, j'ai déjà dit que tout n'a pas été rose. Et justement, c'est ce qui justifie notre implication. Sinon, pourquoi devenir politique si on a d'autres opportunités pour réussir sa vie? Et puis, une autre phase de sa question, il se demandait si les élections étaient une solution pour le changement que nous pourrons avoir au Togo. En tout cas, pour le moment, c'est la seule que nous avons officiellement, légalement, officiellement devant nous. Jusqu'à ce que peut-être, s'il y en a d'autres, qu'on soit au parfum de ça. On retourne au téléphone. Allô, bonjour. Oui, je reviens en même temps pour en finir. C'est Basile? Oui. Bon, moi, je vais continuer sur la même lancée en disant que moi, j'ai vu que depuis qu'il est venu, moi, j'ai parlé de 2 ans, je n'ai pas vu que ça fait déjà 8 ans. C'est le même discours qu'il a tenu jusqu'à présent. Mais je n'ai jamais vu. Bon, moi, je ne suis même pas ce que vous faites comme. Cette élection, je suis parti voter et ça m'a énervé après que je suis parti. Voilà. Donc, lui-même, c'est la même chose qu'il dit tous les ans. Après des échéances comme ça, c'est la même chose qu'il dit. Mais on n'a jamais vu que tout ce qu'il nous dit là, il a eu des débuts ici, des débuts là, tout ça là. Concrètement, Basile. Oui. Qu'est-ce que vous voulez qu'il dise? Oui, je vais à la question ça. Je vais poser la question ça. Il ne pense pas que c'est le fait de ne pas dire que quand c'est noir, et quand c'est blanc, je dis autre chose là, qui fait que lui-même il parle comme ça. Moi, je suis au courant de tout ce qui fait sur le territoire. Hein. Les gens ont apprécié. Mais pourquoi, malgré tout ça, là, il n'a rien comme résultat? Bien, merci Basile, on vous a compris. Oui, il a beaucoup raison, parce que si déjà, lui-même il dit dans son intervention que nous avons fait beaucoup sur le territoire, mais on n'a rien comme résultat. Et je pense que, et puis il dit, depuis 8 ans, on a le même langage, et pourquoi ne pas dire le blanc est blanc et le noir est noir? Oui, je suis certain que nos aînés politiques, ils ont dit ce qu'ils devraient dire depuis plus de 30 ans, et je ne vois pas le changement. Et quand on fait la même chose de la même manière, dans les mêmes conditions, dans les mêmes résultats, on continue de le faire, alors il y a d'autres noms qu'on se donne. Donc c'est pourquoi nous avons besoin d'une nouvelle vision. Et le résultat que nous attendons aujourd'hui n'est pas seulement un résultat de positionnement, mais je me souviens sur des antennes, quand on tenait certains langages, il y a de cela quelques années, quand les gens appellent, c'est pour insulter, parce que pour certains, c'est que vous devez être rigidement contre ou rigidement pour. Mais si aujourd'hui, du moins, on arrive déjà à faire des débats où nous sommes d'opinions différentes, mais on peut s'écouter, on peut s'entendre sur des points, même dans les débats. Vous avez l'impression que moins les populations vous écoutent. Ça voudrait dire que la nouvelle vision fait des avancées. Après Basile, on va retourner encore une nouvelle fois au téléphone. Allô? Oui, c'est Pelé qui revient. Oui, Pelé pour la dernière fois. Ok. Tout à l'heure, le docteur parlait de il faut que l'opposition rentre dans les institutions. Je voulais parler de la CENI qui n'a que 17 membres. Comment nous pouvons avoir 120 partis politiques, bien 30, 40 candidats? Comment on peut être intégré dans cette CENI-là quand on sait que le nombre c'est 17? Et encore, voilà, une constitutionnelle dont sa décision est inattaquable, mais qui ne se retrouve pas dans tous les bureaux de vote. Docteur, à supposer que cette Cour constitutionnelle vous a proclamé comme votre parti a un seul siège, vous allez siéger ou bien vous n'allez pas siéger. Merci. Oui, d'accord. Merci pour la question. Nous n'allons pas nous fonder sur des suppositions. Nous allons nous fonder sur des faits. Et également, comme je l'ai dit depuis le début de l'émission, que les décisions à la nouvelle vision ont fait tout pour que ça ne soit pas one-man show, one-man decision. Donc, ce qui fait que sur ces questions techniques, il faudrait des réflexions techniques qui
aboutisse à une décision du groupe, du parti, hein, qui s'aligne avec les décisions du parti. Donc, prochainement, lorsqu'on aura ces résultats, on siégera sur ça et puis on analysera le fait d'y aller ou pas. J'avais dit tantôt, quand on parlait de 108.5 avec ceux qui sont là, s'ils pourront faire. Et j'ai dit, si l'opposition était une opposition des hommes, siéger n'a pas son pouvoir. Mais si c'est une opposition contributive ou une seule personne à l'Assemblée nationale qui représente des centaines de populations peut faire des propositions de loi, c'est possible. Donc tout dépend de la finalité. Et je pense que dans ce cas, ce n'est pas au président de décider, mais c'est à tout le conseil de la nouvelle vision qui siégera sur des questions de ce genre. Mais quand je parle, par exemple, de rentrer dans des institutions, et qu'il a bien dit, la CENI par exemple à 17, aujourd'hui avec la nouvelle République que nous avons devant nous, déjà, ça force l'opposition à ne plus rester dans cette multiplication de partis. Parce que du moins, selon mon analyse, nous avons 3 à 4 courants politiques de l'opposition. On a ceux qui sont là parce qu'ils sont anciens, ils cherchent le combat, ça fait longtemps, c'est un grand courant. On a ceux qui sont là parce qu'ils sont centristes, ni l'un ni l'autre. On a ceux qui sont là pour aussi avoir des positionnements, c'est-à-dire pour peut-être leur intérêt personnel, et ceux qui sont là pour que le pays marche. Déjà, si nous pourrons regrouper ces 117 partis politiques en 4 grands courants politiques, dans un premier temps, et maintenant passer de ce courant politique de 4, arriver à 2 courants politiques de l'opposition, et pourquoi pas avoir finalement un grand courant politique de l'opposition, alors le combat qu'on a devant nous est gagné par l'autre côté d'avance. Donc je pense que la nouvelle République impose à tous les partis de l'opposition de considérer des regroupements de courants politiques pour commencer un combat qui donne un sens à ce que nous faisons comme parti politique. Et c'est ce que j'inviterai tous les aînés, tous les camarades, chefs de parti et autres, à pouvoir s'attendre à faire dans les jours à venir, où nous allons prochainement lancer des appels de réflexion sur la création des courants politiques de l'opposition. Sans doute qu'au moment où nous animons cette émission, certains Togolais qui nous écoutent depuis certains quartiers de Lomé ont les pieds dans l'eau. Nous avons fait la même expérience hier quand nous nous sommes rendus dans la commune de Baguida, dans le Golfe 6, c'est votre commune, c'est que vous habitez à Vepozo. Est-ce que vous voulez nous raconter ce que vous voyez quand vous sortez, ce que vous ressentez depuis que nous sommes rentrés dans cette saison des pluies? Ce que nous voyons, c'est ce que la population togolaise voit tous les jours, c'est de l'eau dans leur maison, et pour certains, de l'eau dans leur chambre, et de l'eau un peu partout, et les gens qui ne peuvent pas sortir de la maison en chaussures, qui ne peuvent pas sortir, peut-être même rentrer dans leur voiture dans leur maison. Voyons des mamans courbées qui utilisent des seaux pour pouvoir dégager un peu l'eau de leur maison. Et c'est pénible. Et quand vous voyez déjà des dépotoirs qui sont dans l'eau, ce qui voudrait dire que cette eau de ruissellement se partage partout. Et ça crée encore des situations de santé pénibles à nos enfants, à nos mamans. Nous savons que ça ne va pas. Et si on dit ça ne va pas, nous devons réagir. Et c'est pourquoi nous implorons les décideurs de donner plus d'ouverture à nos représentants communaux, d'avoir cette main libre de faire des appels de fonds, de faire des appels de projets, de tisser des relations nationales et internationales pour pouvoir venir en aide à des différentes communes. Et c'est ce qui doit être fait. Nous, à la Nouvelle Vision, nous faisons notre part. Et ce n'est pas tout ce qu'on fait qu'on met sur les médias. Mais si on peut subventionner, aider ou apporter nos soutiens dans des situations, dans des familles données, on le fait. Et Dieu seul sait combien on fait tous les jours. Vous connaissez très bien la commune Golfe 6. Je disais tantôt que vous habitez dans cette commune. On a l'impression que c'est une commune qui, visiblement, semble être oubliée. Je ne sais pas si c'est un sentiment que vous partagez, puisque quand on lit les réseaux sociaux, c'est ce qui se dégage. Exactement comme vous, l'historique derrière ça, quand j'ai fouillé un peu, les gens disaient que
dans le Golfe 6, il y avait toujours un taux de vote très éloigné pour le régime. C'est pourquoi c'est oublié cela, mais on ne peut pas se focaliser sur ça également pour dire ou non. Néanmoins, je sais que le développement d'une commune n'est pas seulement la tâche de l'État. L'État crée les conditions, mais il faudrait également que les citoyens également jouent pleinement leur rôle. Mais au niveau de l'État, c'est que le rôle que l'État aura à jouer, c'est ça qui incite un peu plus les citoyens à aussi porter leur soutien. Il y a beaucoup de choses que nous pourrons faire. Au garage central, il peut y avoir peut-être des grosses machines là-bas qu'on peut mettre à disposition de toutes les communes dans des situations de ce genre où on peut rapidement venir en aide. Heureusement qu'il y a un centre d'intervention de secourisme qui est en train d'être créé, mais que ça ne soit pas seulement un centre créé pour être créé, mais que ça soit effectif. Je pense qu'au niveau de nos communes, pas seulement la commune du Golfe 6, mais dans presque toutes les communes, il faut que l'État fasse l'effort de mettre à disposition de toutes les communes des engins qui, même si tout ça doit être loué à un prix réduit par les résidents pour pouvoir sauver les gens au niveau des routes, au niveau dans les moments des pluies. Et il y a beaucoup de choses qu'on peut faire par simple volonté politique. Donc nous implorons par cette question l'État de pouvoir soutenir les communes dans cette optique de les supporter avec des engins mis à disposition où nous pourrons tous mettre la main à la pâte pour rendre propre et jolie nos communes. Est-ce que nous avons un auditeur? Non, on me dit qu'il n'y a pas d'auditeur. Je disais tantôt à l'entame de l'émission que Pyramide aura 8 ans à partir de demain, ou célébrera 8 ans demain. Vous aviez voulu dire quand même un certain nombre de commentaires. Non, justement, je disais bon anniversaire à la radio Pyramide. Et 8 ans, c'est peu, mais c'est beaucoup. Et je dis c'est peu parce que l'impact que Pyramide FM a aujourd'hui dans la pesée politique ne semble pas être synonyme de ce nombre d'années. Cela voudrait dire que vous êtes préparé pour pouvoir vous lancer. Et qu'à la radio Pyramide, on a des professionnels qui savent faire leur job. Et souvent, quand nous sommes de l'autre côté, en tout cas personnellement moi, il suffit que de lire d'abord l'introduction de D12 et tu as vraiment les informations que tu veux avoir, que ça te donne envie de suivre les émissions. Donc nous implorons tous les médias togolais à faire de la sorte. Aujourd'hui, demain c'est l'anniversaire de Pyramide, et que chacun de nous, de la même manière que je viens de parler concernant les communes, que tout le monde sache que des radios, des médias ne doivent pas s'efforcer seuls, parce qu'ils sont aussi des éclaireurs de la population, des éclaireurs du développement. Ils sont aussi des pièces importantes. Et j'implore également les ministères en charge de subventionner beaucoup les médias, parce que quand nous parlons de changement de mentalité, il faut que ça se passe de bouche à oreille. Et les médias sont incontournables dans ce changement que nous voulons avoir au Togo. Donc, que les subventions qu'il faut soient orientées vers nos médias et que l'exercice soit professionnel et plus professionnel que nous le savons. Et également que nous, population, nous, les bénéficiaires de vos expertises, nous puissions également jouer nos rôles pour vous supporter dans votre mission. Donc, joyeux anniversaire à la radio et bientôt, bonne arrivée à la télé. Je vous avais entendu annoncer cela et nous sommes plus que ravis d'avoir cette évolution à votre niveau également. Au-delà de Pyramide, parlons globalement des médias au Togo. En Afrique, on a l'impression que c'est des médias qui relativement souffrent, vu tout ce que ces médias apportent pour le processus démocratique. Quand on prend le cas togolais, on a l'impression que c'est des médias qui souffrent. Ce n'est pas l'impression, c'est réel. Parce que vous... mes excuses. Parce que vous voyez, par exemple, des médias qui font de bonnes analyses, mais qui n'ont même pas les moyens de faire sortir la presse.
parce qu'ils n'ont pas, au fait, le soutien qu'il faut. C'est de ça que je parlais, que nos institutions, nos deux grands acteurs politiques, c'est-à-dire le régime et l'opposition, se sont contentés de faire l'opposition entre eux au lieu de pouvoir gouverner pour donner ce qu'il faut à celui à qui il le faut pour pouvoir faire avancer le travail que nous avons sur le terrain. Au point où, à des moments donnés, le média est devenu un handicap pour certains et il est devenu un danger pour d'autres. Donc, cela fait que faire souffrir les médias est devenu, au fait, un système de gouvernance, un système de travail qui avantage leur positionnement, au lieu que ça donne, au fait, cette capacité à cette dynamique acteurs de développement de s'impliquer dans la vie politique, dans la vie économique, dans la vie sociale de nos sociétés. Donc, c'est un fait que les médias au Togo souffrent. Ils n'ont pas des subventions qu'il faut. Si l'État doit réglementer les médias à un niveau donné, leur donner les subventions qu'il faut avec des cahiers de charges qu'il faut pour que le travail soit fait d'une manière convenable, je pense que ça aidera beaucoup au développement de notre pays. Et nous allons continuer notre plaidoirie à ce niveau également. Nous avons toujours eu les médias dans nos calendriers d'action et dans nos prochaines démarches. Nous allons faire ce qu'il faut faire à qui de droit pour que ça change également au niveau des médias. On a quelques questions laissées par les auditeurs sur les réseaux sociaux. La question de Pakom Nouodou. Docteur, êtes-vous prêt à participer au gouvernement de la 5e République ou allez-vous lutter aux côtés de ceux qui sont contre cette 5e République? Voilà la question telle que c'est libellé. Tel que libéré, je dirais que je suis prêt à lutter contre ceux qui ne veulent pas l'avancement du pays. Je suis contre ceux qui ne veulent pas l'avancement de la jeunesse togolaise. Donc si mon acte, mon implication, mon hésitation, mon refus de participation s'aligne avec l'avancée de la politique togolaise, l'avancée des conditions avantageuses de la jeunesse togolaise, je prendrai acte. Mais si je prendrai position juste parce que je veux être contre ou bien je veux être pour, sans analyser les impacts, sans analyser ce que ça pourra produire comme résultat, alors là, je ne fais pas ce que je suis comme une nouvelle vision. Donc, à ce niveau donné, quand l'opportunité sera offerte, nous analyserons pour voir si ça s'aligne avec ce que nous avons comme vision, avec notre cahier de charge, avec notre démarche stratégique. Si oui, on le fera. Sinon, on continuera le combat de la manière dont il faut pour pouvoir optimiser notre rendement pour le Togo. Si on prolonge la question de Pakom de façon concrète, il y a une manifestation contre cette constitution cet après-midi à Lomé. Pour vous, doit-on encore manifester ou carrément il faut passer à autre chose? Tant que nous n'avons pas la solution magique, je ne pourrais pas condamner quelqu'un qui prend une autre stratégie de faire la chose. Parce que ce que nous avons commencé n'a pas encore donné le résultat magique. Et le résultat magique, selon nous, à la nouvelle vision, c'est l'amélioration des conditions de vie des populations. Donc, dire aujourd'hui que je suis contre cette manifestation, c'est comme si je dis aujourd'hui que j'ai la solution magique, alors que ça ne se fait pas encore voir. Donc, je ne serai pas contre, même si ça ne s'aligne pas avec ce que nous avons comme stratégie. Oui, à un niveau donné, il faut être contre ce qui n'est pas bon. Je suis contre le fait, la manière dont nous a amené la 5e République. Je suis contre cette manière de l'amener. Bon, dans le fond, je serai contre un résultat infertile. Mais si cela avantagera plus ou bien donnera une nouvelle tournure à la gouvernance ou à la fin, nous allons tirer de beaux profits, alors pourquoi être contre pour être contre? Donc pour nous, condamner ceux qui veulent manifester, ce n'est pas de notre stratégie, ce n'est pas notre manière d'agir, mais tirer le profit, essayer de voir ce qu'on peut faire pour avoir le meilleur résultat de ce qu'on a, qu'on ne peut pas changer, c'est ce qui est plus important. On sait que tantôt, Pelé vous a demandé rendez-vous, vous a donné rendez-vous cet après-midi à Kassim. Est-ce que c'est un rendez-vous que vous allez honorer ou pas?
Bon, je crois que c'est un rendez-vous qui vient de donner tout de suite. Et je ne sais pas les finalités des choses, alors que tout de suite après la radio, j'ai un rendez-vous à Didogomé. Donc, je sais que des fois, il y a des changements de rendez-vous par rapport à la qualité de ce qui doit être fait et à la nécessité. Donc, après l'émission, je vais échanger avec lui pour voir de quoi il s'agit. Et voici la... Mais si vous donnez rendez-vous à Kassim, c'est pour prendre part à la manifestation qui est organisée par la société civile. Cette manifestation qui vise à dénoncer la constitution actuelle, la nouvelle constitution. Ah, mais prononcer sur oui le nom, c'est de pouvoir... Vous êtes pris au dépourvu là. Ouais, je ne peux pas vous dire si j'y participerai ou pas. J'ai déjà répondu à cette question en disant que tout dépend de ce que... les stratégies peuvent être différentes, mais le résultat escompté, c'est ça qui compte. Avant de parler de ce qui se passe en France et qui peut avoir des incidences sur la vie d'un certain nombre de Togolais ou de parents qui vivent en France, une question sur la participation ou non de l'ensemble des acteurs de l'opposition élus à la nouvelle Assemblée nationale. Il y a ce débat. Il y a un auditeur qui a envoyé une question dans ce sens. Est-ce que si vous êtes à la place des députés élus, notamment sous la bannière de FDR ou de l'ANC, est-ce que vous serez à l'Assemblée nationale ou pas? Je crois que j'ai déjà répondu à cette question et que cette décision ne sera pas une décision provenant seulement de moi. Et le oui ou le non n'est pas dit seulement en l'air, c'est basé sur plusieurs analyses. D'un côté, j'avais dit, si c'est pour seulement s'opposer au parti majoritaire, on n'a pas une nécessité de se représenter à l'Assemblée nationale. Mais si c'est d'avoir une opportunité de faire des propositions qui peuvent faire avancer la gouvernance politique et que ça me permet de le faire plus, que de n'être pas là et de le faire, alors on serait là. Donc ça dépendra de l'analyse profonde que l'état-major du parti aura à faire de cela avant de nous prononcer sur ça. Il y a une question là, une dernière question qui est envoyée, je vais lire la question de ce côté. La question porte sur le nouveau contrat social que portent les partis, en fait les OSC et un certain nombre d'acteurs, notamment des universitaires. La question est envoyée par Dissy Binghu. C'est Soclé ou Soedé, en fait, j'ai du mal à lire le nom. Il dit, je ne sais pas si vous l'avez lu, quelle est l'idée que le président fait du nouveau contrat social des OSC. Je ne sais pas si vous avez lu ce nouveau contrat social. Non, je n'ai pas eu, je ne suis pas complètement au parfum du contenu de ce contrat. J'ai entendu parler un peu, mais c'est une opportunité également de pouvoir fouiller encore et voir ce que porte ce contrat et voir ce que nous pourrons aussi apporter. Et je suis certain que ça porte sur l'organisation de la société civile pour pouvoir impacter les décisions politiques et sociales pour l'amélioration des conditions de vie. En gros, en réalité, ce nouveau contrat social prend le contre-pied de ce qui se fait actuellement. Et vous savez très bien que certains, notamment au niveau de la société civile, reprochent au pouvoir de ne pas avoir suffisamment consulté les populations avant de passer à la 5e République et de faire adopter même la Constitution par les députés à l'Assemblée nationale. En réalité, le nouveau contrat social dont parle la société civile prend appui sur ce qu'elle considère comme des manquements. Puisque vous ne l'avez pas lu, nous allons passer à la dernière partie carrément de cette émission avec le vote qui a lieu aujourd'hui en France. Je sais que vous passez beaucoup de temps à l'extérieur, notamment aux États-Unis, mais en France, là, beaucoup d'étrangers s'inquiètent. Est-ce que vous avez l'impression, ou est-ce que les inquiétudes sont fondées ou pas avec l'arrivée éventuelle des partis extrémistes au pouvoir, notamment le Rassemblement national? Je pense que pour les régimes étrangers, surtout la France et puis les autres pays, les États-Unis et autres, ce qui est plus important à considérer, c'est cette relation qui nous lie entre État et État. Parce que si nous parlons de nos concitoyens, plusieurs personnes qui vivent en Europe aujourd'hui, il y a certains qui souhaiteraient peut-être vivre dans leur pays si ça allait mieux. Et si la gouvernance ou bien la relation entre les États était meilleure et que des opportunités sont créées dans nos pays sans pour autant avoir des abus
d'un État sur l'autre, ça permettra à ce que beaucoup de nos frères et sœurs de la diaspora reviendront investir, vivre dans leur pays. Donc, si l'arrivée d'un parti ou de l'autre pourra améliorer les relations entre nos États et qui va contribuer à l'amélioration des conditions de vie, je ne vois pas le problème que nos concitoyens auront en France parce qu'ils auront l'opportunité de quitter s'ils veulent, vivre heureusement dans leur d'une manière heureuse dans leur pays. Et donc parce que la plupart de ceux qui sont partis aujourd'hui, c'est sous la contrainte de n'avoir pas des opportunités de réussite dans leur pays. Même aux États-Unis, les gens sont dans de bonnes conditions là-bas, mais souhaiteraient vivre dans leur pays si les conditions sont plus aisées. Et c'est ce travail que nous avons devant nous, c'est de créer ce cadre qui incite ces Togolais de l'étranger de revenir, et certains même qui ont assez de moyens, de revenir créer de l'emploi, de la recherche chez eux et vivre sur leur propre territoire. Mais est-ce que vous avez le sentiment qu'en Afrique, les conditions sont relativement réunies pour que quelqu'un qui a passé toute sa vie ou une bonne partie de sa vie en Occident puisse venir s'installer? Bon, si je suis là, je dis que c'est possible pour d'autres. Donc ça dépend de ce qui vous motive le plus. Parce que si votre motivation est basée sur une vie aisée dans un pays de l'autre, ou bien une vie contributive au développement où vous pouvez vous sentir plus à l'aise chez soi, parce qu'on dit souvent qu'on est toujours plus à l'aise chez soi. Je pense que c'est possible. Quelqu'un peut vivre plusieurs années à l'étranger, mais peut décider de revenir dans son pays parce qu'il sait que s'il est malade, il a des hôpitaux pour se faire soigner. S'il a un problème juridique ou judiciaire, il sait qu'il y a une institution forte, équilibrée, à qui il s'adresse. S'il a un problème tout de suite, il sait qu'il a un système de secourisme qui est là apte à pouvoir l'aider. Et s'il veut investir, il y a cette possibilité d'agir sans pouvoir être aliéné par des impositions arbitraires. Si ces conditions sont réunies, je vous rassure que beaucoup de Togolais à l'étranger qui vivent aisément là-bas souhaiterions revenir vivre dans leur propre pays. Vous êtes là, vous avez dit que vous êtes un exemple. Est-ce qu'elle dit quelque part que ce que vous aviez dit tout à l'heure, ce que vous avez décrit comme conditions sont en train d'être réunies? La justice, la sécurité, les hôpitaux, vous avez dit, les routes. Vous avez dit, j'ai dit que je suis un exemple de ceux qui peuvent partir de là et revenir. Donc cela voudrait dire que c'est possible, mais ces conditions qui doivent être réunies doivent être le fruit d'un travail. Et c'est ce travail-là que nous sommes en train de faire sur le terrain afin de pouvoir créer ces conditions à ces Togolais de revenir. Aujourd'hui, je peux quand même quantifier une bonne partie de Togolais qui reviennent plus souvent au Togo à cause de l'incitation que je leur donne. Et une grande partie de mes amis, de mes frères, des frères même américains qui reviennent au Togo aujourd'hui à cause de l'incitation que nous leur donnons. C'est pourquoi nous savons que si nous arrivons à créer un cadre propice, un cadre d'investissement équilibré, un cadre judiciaire, un cadre médical assuré sur notre territoire togolais, il y aura beaucoup de Togolais qui seront là. Et l'arrivée des Togolais, surtout, venant investir dans leur pays, résout beaucoup le problème de boulot, le problème de chômage, et puis de délinquance et d'insécurité dans notre pays. C'est ce que nous voulons faire. Et ça crée une économie forte pour notre pays. On sait que vous partagez votre vie entre Lomé et les États-Unis. Et là, nous allons terminer l'émission là-dessus. Pour les États-Unis également, les gens s'inquiètent qu'un populiste revienne à la Maison-Blanche, notamment Donald Trump. Est-ce que c'est également votre sentiment? Si éventuellement il venait, est-ce que cela vous inquiéterait, vous, qui avez pris pour engagement depuis quelques années à passer du temps, une partie de votre temps aux États-Unis, une partie à Lomé? Je ne suis jamais inquiet de ça. Ce qui est plus inquiétant, c'est les relations, comme je l'ai dit au niveau du côté de la France. C'est les relations entre les États. Il faut que cette relation permette à nos États
de grandir. Il ne faut pas avoir des relations entre États comme boss et puis des traînées. Et il faut que cette relation soit sur des collaborations franches où on sait ce que vous gagnez et ce que vous nous donnez, ce que nous gagnons, ce que nous vous proposons. Quand ces relations sont claires entre nous, que Donald Trump soit président, que Joe Biden reste là ou pas, ça n'inquiétera personne. Parce que je sais que ces relations inter-États agissent sur le développement interne de nos pays. Et quand ça s'améliore, peu importe le président qui est là, ça permet à tout citoyen de faire son choix selon son mode de vie. Je vous laisse maintenant le mot de la conclusion. Vous avez le temps pour conclure cette émission. Oui, je dis d'abord merci à toute la jeunesse togolaise qui a été à la rencontre de la nouvelle vision, à toute cette manifestation de joie que nous avons pu déceler en vous, en la rencontre de la nouvelle vision, même si ça ne se témoigne pas encore dans les urnes. Et cela ne nous inquiète pas. À tous ceux-là qui, depuis la découverte de la nouvelle vision, ne cessent de nous appeler tous les jours pour savoir ce que nous devons faire, ce qu'ils doivent faire et comment continuer le combat que nous avons entamé depuis longtemps. À tous ceux qui sont à l'écoute, à tous ceux qui ont participé en donnant, en priant pour nous, en supportant d'une manière matérielle, financière et autre à la réussite de cette campagne électorale. Je vous dis merci, mais je vous rassure que le combat vient encore de prendre un nouveau élan. Et nous n'allons pas être à l'abri parce que nous avons 0 député à l'Assemblée. Nous avons déjà cet exercice que nous avons mis sur pied depuis longtemps où il est question d'agir sur la politique en créant un cadre qui permet la résolution des problèmes que vous avez. Nous sommes tous conscients qu'ensemble, nous allons arriver à destination, nous allons construire ce pays. Donc rejoignez-nous, ceux-là qui n'ont pas encore eu l'écho de la nouvelle vision, et ensemble, construisons le pays soudé et émergé. Merci, docteur Obengo de Viton. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés à Lomé, au Togo, en Afrique et ailleurs dans le monde. Cette édition, le D12 s'achève. Elle sera rediffusée tout à l'heure à partir de 19h. Merci à Vincent Lasboga. Coup d'œil pour la mise en onde technique. Je suis Pierrot Atiobé. Au revoir.